Kraft Heinz demande un abonné top premium. Je rappelle ici que le lien vers le service top premium est dans la description de la vidéo. Donc ici, alors, Kraft Heinz, je pense qu'on a déjà mentionné cette compagnie précédemment. On va regarder la stabilité et croissance des revenus. Ma compagnie mature, revenus plutôt stable. Marge brute stable ou croissante? On a plutôt des marges brutes qui sont, voilà, on va se dire ici assez stable. Si on peut le dire comme ça, c'est plutôt stable. En tout cas, on a une certaine croissance par rapport à la... Attendez, on va prendre ça comme ça. Voilà, on a connu un plus bas en 2022, donc on a une augmentation de 2% ici, très très bien. Donc c'est le premier niveau de pricing power, donc on revient à peu près à une certaine moyenne ici. EBITDA, est-ce qu'on va dans le même sens? Du point de vue EBITDA, vous voyez qu'il y a une pression énorme au niveau ici de l'EBITDA. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les coûts opérationnels augmentent de plus en plus sur ce business-ci? Je sais que c'est une entreprise ici, c'est deux entités qui ont fusionné, ils avaient pris énormément de dettes également ici. Donc, ils avaient également des marques, c'est un peu comme ce sont des produits de grande consommation ici, donc vous connaissez tous le ketchup Heinz ici. Donc, notamment ici, c'est un truc sur lequel on peut avoir un certain pricing power. Mais n'oubliez pas également ici qu'il faut faire du marketing, etc. Et si vous avez des marques vieillissantes, ça peut également être un problème. Donc, pourquoi est-ce que l'EBITDA est de moins en moins élevé? C'est la question qu'on devrait se poser. C'est bien de voir que l'EBITDA augmente sur les dernières années ici. Vérifier, je suis sûr qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un plan stratégique présentement ici, histoire de relever les marges, etc. Donc, il faut toujours aller vérifier ici. Pourquoi est-ce qu'on a connu cette période difficile? Je peux comprendre la pandémie est passée par là, etc. L'inflation, quand on parle d'inflation, inflation des coûts, d'accord, que ce soit les matières premières, les coûts du personnel, mais au niveau des matières premières, on devrait le voir au niveau de la marge brute. Oh, la marge brute est plutôt stable, on va le dire comme ça, mais au niveau de l'EBITDA ici, donc au niveau de l'EBITDA, on avait du 26% en moyenne. Aujourd'hui, on se retrouve à, enfin 26% à partir de 2019, d'accord. Vous voyez déjà que par rapport à 2017, ça fait déjà une grosse différence, ok. Donc, on a un EBITDA qui diminue. Donc, si cette compagnie m'intéresse, je vais avoir tendance à poser des questions par rapport à la rentabilité ici. OK, on compare toujours les deux ici. Ouais, ça, c'est correct. Donc, je vais avoir tendance à poser des questions par rapport à l'évolution de l'EBITDA. OK, parce que ça va se répercuter au niveau des multiples de valorisation. Si on a des marges de plus en plus sous pression, des marges opérationnelles de plus en plus sous pression. Mais on vérifie toujours avec les net income et free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Net income, free cash flow. Faites attention, cette compagnie aura tendance à avoir des free cash flow plus élevés que les net income. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dépréciation ici. Connaissant les gens qui ont acheté cette compagnie, c'est 3G Capital. Si vous avez l'habitude de lire sur les différentes entités, sur les marchés financiers, les marchés boursiers ici, vous connaissez cette compagnie. 3G Capital, ce sont des Allemands, c'est eux qui ont racheté, comment on appelle ça, AB InBev, Anheuser-Busch InBev. Donc, ils font des acquisitions, leur spécialité c'est ça, faire et dominer un secteur d'activité en faisant des multiples acquisitions. D'accord? En faisant également des économies, on les appelle généralement des cost killers. Et quand on fait des économies, parfois on racle jusqu'à l'os et ça peut faire du mal à certaines entités. Ok, histoire de rembourser la dette, d'accord? Et voilà, de préserver également les marges. Ensuite, on relance ici la machine en faisant également de nouvelles acquisitions. Bref, parfois ils s'en sortent bien parce qu'au Brésil, ils ont eu de très bons résultats. Donc c'est toujours encourageant et ils ont une vision à long terme. OK? Donc, on revient ici sur Kraft Heinz. Alors, du point de vue bénéfices nets et free, on va se dire, je sais que les free cash flow auront tendance à être plus élevés que les bénéfices nets ici. Donc, en prenant la marge des free cash flow des bénéfices nets ici, il faut faire attention, ça ne représente pas la véritable rentabilité du business. Mais on a quand même quelque chose qui se rapproche ici du 2 milliards, du 2 milliards 700, 3 milliards par là. OK? Par rapport à la dette nette qu'on aura en date d'aujourd'hui, dette nette sur EBITDA inférieure à 5, on a plutôt du 2,7. Pourquoi est-ce que la dette nette sur EBITDA augmente? Est-ce que c'est parce que le volume augmente? On voit ici que le volume a tendance à diminuer. Il est plutôt stable ici depuis 2022. Mais ils avaient une dette de 31 milliards, à peu près, je pense. 31 milliards en 2018. Aujourd'hui, on se retrouve à peu près aux 5 ans plus tard, aux alentours ici de 19 milliards. Donc, on a payé à peu près en moyenne par an quelque chose comme 2 milliards. Ce qui est intéressant. Donc, ça veut dire que l'entreprise ici, la priorité, c'est le remboursement de la dette. OK? Ensuite, le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt stable pour le moment. Donc, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre de business? 15 fois les bénéfices, ça sera le maximum par rapport à la dette qu'on a présentement ici. Si on a remboursement de la dette, on pourra monter aux alentours de 17 fois les bénéfices, pourquoi pas. Donc, augmentation des marges également, pourquoi pas. Mais actuellement, ça sera 15 fois les bénéfices. Donc, si on vient ici, KHC, alors, 15 fois les bénéfices sur ce genre d'activité, c'est combien? On va le prendre comme ça.
15 fois les bénéfices. Le marché paye des multiples moins élevés présentement. Ne vous inquiétez pas, c'est normal parce qu'il y a cette dette-là. Peut-être également parce que on a une pression au niveau des marges, ils n'aiment pas ça, etc. Parce que c'est un environnement très concurrentiel. Vous pouvez vous appeler Kraft Heinz, c'est votre problème ici parce qu'à la fin de la journée, il y a d'autres. C'est devenu de plus en plus facile de rentrer sur ces marchés-là, de prendre un tout petit peu de place à ces grandes entités-là. Donc, ces entités-là, pour se défendre, qu'est-ce qu'elles font? Elles rachètent, généralement, les nouvelles entités. OK? Et il faut également, souvent, on se positionne notamment par rapport au goût des consommateurs qui évolue également très, très vite. Vu qu'on aime le vegan, vu qu'on aime enfin, ils ne font pas de la viande, hein, attention, enfin, je ne pense pas. Donc, si on aime à peu près de la viande végétale ici, on va avoir tendance également à se lancer, etc. Bref, c'est un exemple comme un autre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier si c'est toujours au goût du jour. On va peut-être faire ici du ketchup light avec moins de gras, etc. Ça reste un exemple parmi tant d'autres. Donc, il ne faut pas juste regarder la marque ketchup, etc. Oh, c'est intéressant. Non, c'est un peu plus profond que ça. Et dites-vous que le marché, comme je le mentionnais tantôt, c'est devenu de plus en plus facile de percer ce marché-là. Juste en faisant la pub sur Instagram, TikTok, etc., je peux avoir une assez bonne croissance ici. Mais n'oubliez pas également que sur ce genre d'entité, la distribution est très importante. Certes, vous pouvez les concurrencer, mais est-ce que vous pouvez être vendu dans 100 000 magasins en une journée? Non, ça ne sera pas facile. Donc, parfois également, ici, les petites marques auront du mal à concurrencer efficacement, en tout cas à court terme, ces entités-là. Donc, il va falloir bâtir ici comment on appelle ça, la chaîne de logistique, etc. OK? Revenons ici à notre évaluation. 15 fois les bénéfices. Est-ce que c'est un business assez stable? Ou 30% du temps ici, ils ont raison. On regarde ça ici, Forecast Calculator. Est-ce qu'on est de plus en plus optimiste? Plutôt stable ici par rapport aux dernières années. Est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici sur une période de 2 ans? La pandémie est passée par là, on peut comprendre. On va se dire oui, c'est un business qui peut être assez prévisible. Donc à 15 fois les bénéfices ici, on devrait s'attendre à peu près à du 15 fois les bénéfices, c'est plutôt aux alentours de $50 d'ici 2026. Moi, la dette nette actuelle, d'accord, ne l'oubliez pas. Moi, j'enlève toujours la dette. Vous faites ce que vous voulez. J'enlève la dette. OK? J'aime bien être assez conservateur. Ici, moins 15,58, ça va donner ici moins 16. Disons 16, moins 50, ça donne ici aux alentours de 34. Donc, l'entreprise est correctement évaluée en prenant en considération la dette. Ce qui revient peut-être à 10 fois les bénéfices par là. Donc, si la dette diminue de plus en plus, on va avoir tendance à se rapprocher du $50. Donc, c'est pour ça que je dis, au prix actuel, ce n'est pas mauvais. C'est une entreprise qui pourrait même être intéressante du point de vue dividende, parce que ces dividendes-là pourraient augmenter. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui $35. Un business qui pourrait, j'arrondis bien sûr, un business qui pourrait rapporter du $3,36 d'ici 2026, soit un rendement sur coût de 9,60%. Ça vous intéresse ou pas? C'est à vous de prendre cette décision-là. En tout cas, moi, en date d'aujourd'hui, j'aime bien ce que j'ai vu, d'accord, mais on doit creuser un tout petit peu plus, poser les bonnes questions avant d'acheter la compagnie. Le quantitatif est intéressant, mais l'analyse fondamentale, c'est quantitatif plus qualitatif. Les deux sont indissociables. Ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me lève le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.